Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Mohamed Akintola. Il sera en compagnie de Arimi Choubadé et Agapite Napoléon Maforican. Avec eux, nous essayerons de décrypter le discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation. Nous ferons quelques commentaires sur le scandale financier à l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. On parlera également du congrès du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN qui est devenu désormais Renaissance nationale. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette pub qui présente les offres et réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2023-2024 sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage, comme je l'annonçais dans le sommaire, se fera avec Agapite Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux internautes. Merci d'être à nos côtés. Bonjour à vous, Mohamed Akintola. Bonjour Kader, bonjour à nos internautes. Agapite Napoléon Maforican, je rappelle que vous êtes chroniqueur, analyste politique. Mohamed Akintola, porte-parole de Renaissance nationale. Et Arimi Choubadé, analyste politique. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. Pas analyste politique, journaliste à la retraite. Journaliste à la retraite. Mais quand les journalistes ne vont pas à la retraite. La retraite, c'est pas la mort. Alors, qu'est-ce que le journaliste à la retraite alors a retenu du discours sur l'état de la nation du président Patrice Talon, jeudi dernier? Oui, en principe, un discours sur l'état de la nation, ça ne devait pas être polémiste. Hein. L'état de la nation, c'est, je suppose que ça photographie du pays à un instant T où le chef d'État était en train de parler. Enfin, mais dans la pratique, cela est devenu un moment de communication, de propagande, et puis ça devient foutu, et à la suite, on ne se retrouve plus. Hein? D'abord, ces discours, depuis qu'on les a institués, on n'a jamais constaté qu'au lendemain de ce discours-là, quelque chose a changé. Ce n'est pas l'instant de prise de décision. Et ce n'est même pas pour prononcer un discours de politique générale. Mais bon, la pratique est ce qu'elle est, et à la sortie, moi, si je dois l'analyser, c'est à l'aune de ce qu'en pensent ceux qui ne sont pas avec le pouvoir. Je prends par exemple le chef de file de l'opposition qui estime que l'opposition est déçue. Ça, c'est le point de vue de l'opposition. Et il a posé quand même aussi des écueils techniques sur la fiabilité de certains chiffres. Hein. Il a comparé les chiffres. Je prends par exemple sur la zone industrielle de Glo, hein, où le chef d'État parlait d'emplois créés. Il a levé une polémique à ce niveau-là, que le discours de 2022 comportait certains chiffres qui ne corroboraient pas avec ce qui plus tard a été débattu lors des débats sur le budget à l'Assemblée. Et bon, ça pose le problème de ce que je disais tantôt, que ça devait être une photographie et non des projections
ou des ambitions politiques. Et puis ça pose finalement le problème de la parole du chef. Hein. Le chef parle et qu'après, c'est justement le chef de file d'opposition a rappelé l'histoire des 30 lycées agricoles. Le chef a dit dans un discours précédent qu'en septembre 2023, pour la rentrée, 30 nouveaux lycées agricoles. Alors il revient 2 ans plus tard pour dire et on a eu des problèmes parce que les mairies n'ont pas mis à disposition à temps les espaces où on devait ériger les lycées. Bon, voilà, alors que normalement, ça devrait être déjà inauguré et fonctionnel. Et donc, sinon, en réalité, vous allez voir qu'au niveau de l'opinion publique en général, c'est presque pas un rendez-vous qui passionne les foules. Hein, on constate seulement un matin ou 2 jours avant qu'on annonce que le chef d'État va à l'Assemblée. Oui, c'est classique dans les parlements de vieille tradition où il y a les pratiques d'élégance politique. On se dit, chaque année, il faudrait quand même que le chef d'État vienne devant l'Assemblée nationale. Et ça se passe généralement au niveau des régimes parlementaires, où le Parlement veut interpeller, si vous voulez, veut entendre le chef du gouvernement sur comment il gère le pays, etc. Mais bon, on l'a institué dans nos traditions politiques. Et ce n'est qu'un discours. Hein. Normalement, ça ne devait être que discours. Mais par la suite, c'est devenu ce que c'est devenu. Je reviens dans un instant sur quelques éléments du fond de ce discours-là. Mohamed Akintola, le discours, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Merci, M. Kader. Je crois que non seulement le discours, mais aussi les commentaires qui ont été faits après, les discussions qui sont en cours, je crois que le président de l'Assemblée nationale, à l'entame de l'ouverture du pan de la session qui a consacré le discours du président de la République, il a cité Winston Churchill, je crois, où il disait en substance qu'être politicien, c'est prédire l'avenir et dire pourquoi les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. Donc je pense que c'est à cet exercice-là que le président de la République a été soumis, ou alors c'est volontairement soumis. De toutes les manières, c'est la Constitution qui le prédit, mais les détails espérés par les uns et les autres ne peuvent pas être contenus forcément dans ce discours-là, parce que c'est juste un aperçu. Vous voyez, la gestion du pays, elle a toujours été questionnée, présentée, discutée déjà à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a l'opportunité des questions au gouvernement, des questions sans débat, avec débat, et ainsi de suite. Donc tout le long de l'année, nous avons fait cet exercice-là. D'aucuns ont aussi dit que ce n'était pas un bilan, mais plutôt des perspectives d'avenir. Et je dis, quand on fait un état des lieux, on ne peut s'empêcher de dire qu'est-ce qui sera la suite, puisqu'il faudra être évalué toujours sur cela. Mais le contenu du discours du président de la République, présentant quand même des avancées sur plusieurs points, n'a pas manqué d'attirer notre attention. La digitalisation, qui est quand même un grand soulagement, dont les effets représentent un grand soulagement pour nos compatriotes béninois, les microcrédits, il en a parlé, la sécurité alimentaire, où il a reconnu que beaucoup d'efforts restent à fournir, mais sans oublier de mentionner la subvention, par exemple, des machines agricoles, puisqu'on ne peut pas parler de sécurité alimentaire si on reste cramponné à notre ancienne méthode de production qui est archaïque. Donc, amorcer cela et aider les agriculteurs à aller dans ce sens-là, naturellement, sont des actes à louer. Il a parlé du hub de Semepoji, puis de la GDIZ. On a senti quand même le président de la République dans une posture d'humilité. Voyez, et taquin parfois même dans son discours, c'est plaisant, mais aussi quelqu'un d'assez optimiste, voyez, sur l'avenir, mais aussi d'assez honnête sur ce qui n'a pas marché. Je n'oublie pas le tourisme, l'art, la culture, pour lequel le président a quand même un certain gnac, comme on le dit, où il veut bien investir beaucoup et veut en faire, à mon avis, sa réussite à la tête de ce pays-là. Et puis enfin, toujours pour parler de ce qui a été quand même bien dit, c'est le fait qu'il a profité de ces discours-là en surfant sur l'actualité au Proche-Orient et à l'international, qu'il soit revenu sur le traitement ou alors la posture actuelle du Bénin, parce que ce sujet-là aussi fait beaucoup de polémiques après le coup d'État du Niger, les sanctions qui ont été imposées par la CEDEAO et la fermeté du Bénin à condamner cela et à même, avec un peu de zèle, si vous le permettez, à parler
de l'éventualité d'une intervention militaire de la CEDEAO si cela était décidé. Mais c'est bien qu'il ait quand même profité de ce discours-là pour clarifier la position du Bénin. En effet, pour dire, toujours condamner ce coup d'État-là, mais dire que la posture officielle en matière de diplomatie, qui est présentée à tous, mais aussi celle de la diplomatie officieuse, vous voyez, où on passe par les couloirs pour continuer à dialoguer avec l'autre côté ou l'autre partie prenante. Donc voilà des choses qui quand même ont attiré notre attention. Qui a attiré votre attention. D'être touchées. Lorsqu'on parle d'attention, choses qui ont attiré l'attention des uns des autres, on a constaté également qu'il y a, au cours de ce discours-là, une volonté de comparer sa gestion à celle précédente, notamment celle de Boni Yayi. Il y a eu quelques pics quand même qui ont été adressés à Boni Yayi. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu des pics. Il y a juste eu quelques petites boutades, à la limite, un peu pour détendre l'attention, je pense. Il rencontre Boni Yayi régulièrement. Et la gestion de Boni Yayi, il y a une partie qui engage tout le monde, ceux d'aujourd'hui comme ceux de Boni Yayi, puisqu'ils ont été ensemble pendant un temps. Mais maintenant, la méthode de Yayi, c'est la méthode de Yayi. Mais tout le monde connaît. Donc, du coup, je ne pense pas que ce soit une critique réellement, mais c'est une boutade. Parce que par rapport au microcrédit à la FIA, on rappelle que on leur remet même pas. Par rapport au Bénin avance sans pose de première pierre. Oui, ça a été dit il y a plusieurs fois. Donc, du coup, ce n'est pas nouveau. C'est pas les messes, les uniformes. Bon, c'était des réalités d'un temps et qui peut-être aujourd'hui c'est la même qui dansaient qui sont aujourd'hui autour du pouvoir. C'est tel que la ce qui organisait hier. Oui, c'est les mêmes, c'est-à-dire la plus 90% c'est les mêmes. Donc telle la locomotive fonctionne aujourd'hui, tels les wagons suivent. Sinon en réalité, ce que je voulais dire sur le discours, en réalité, on a dévoyé le discours. En réalité. Et pas sur, c'est d'ailleurs depuis le temps de Kérékou. N'oubliez pas que Soglo n'en a pas fait pratiquement, il en a fait qu'une seule fois. Kérékou, on a des discours sur l'état de la nation. Il faut le comparer plutôt au discours sur l'état de l'Union aux États-Unis. C'est l'état, comme on l'a dit, c'est la photographie à un moment. Ce n'est pas une projection nécessairement. C'est l'état. Comment se porte le pays. Donc, on doit le dire, à mon humble avis, du point de vue réalisation, mais du point de vue moral. Du point de vue le mental des citoyens, du point de vue le comportement des acteurs, du point de vue... Et donc, en fait, c'est à une photographie et à une critique ou à une autocritique que nos gouvernants devraient se livrer en principe en ces genres de moments. Mais on a affaire plutôt à des discours bilans, à ce que c'était quand même, on listait ce qu'on a fait un à un, dans tel village on a apporté de l'eau, dans tel autre on a pas. Alors il y a eu ça, je me rappelle encore avec ce petit village à Gombomé, ou bien je sais pas où. À Goncan. Où il avait du mal. À Goncan. Voilà. Il avait du mal à prononcer parce qu'on est allé jusqu'au niveau de... Non, c'est une photographie. Et dire pourquoi tel. Non. Donc, en fait, c'est un peu ça. Mais on est passé à un discours de politique générale. C'est-à-dire, on fait le bilan et on se projette sur le futur. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être que, au niveau des ministères, je ne sais pas qui sont en charge de quoi, on essaye de recadrer ce type de discours. Ce n'est pas aujourd'hui, mais qu'on le recadre pour qu'on sache, dans un discours sur l'état de la nation, qu'est-ce qu'on doit attendre. Et donc, l'opposition aura aussi à se préparer. Parce que, bon, on dit non, ce discours est creux, il est vide. On va dire qu'un discours soit creux. Un discours ne peut jamais être creux, puisqu'il y a un contenu. Donc, quand l'opposition dit c'est creux, c'est vide, on n'a rien entendu, il a fait un chapelet de tout. Bon, ça, c'est de bonnes guerres. Mais en réalité, revenons aux fondamentaux. Et ce discours ne sont pas des discours pour la population. C'est un discours pour l'élite en réalité. Parce qu'on dit l'état de la nation. L'état de la nation, c'est pour les partis politiques. C'est pour la société civile, c'est pour peut-être les corps constitués, mais ceux qui doivent se saisir de ce discours pour agir, pour pouvoir, l'opposition doit s'en saisir peut-être, pour voir dans quelle mesure rebâtir son alternative. Les sociétés civiles devront regarder dans quel domaine ils doivent accentuer leur action. Quand on prend les élections de 2023, on n'en a pas parlé du tout dans le discours. Quand on les prend, les points qu'on a connus, par exemple, problème de liste, problème de je ne sais pas quoi, c'est l'occasion peut-être de faire un petit diagnostic et peut-être d'interpeller un peu tous ceux qui sont parties prenantes dans leur action citoyenne. La société civile qui, par exemple, intervient dans le domaine de l'élection doit pouvoir peut-être recadrer son action. Donc voilà comment moi je vois le discours, c'est-à-dire de la nation. Mais c'est pas ça qu'on fait. Et donc, le chef d'État s'est livré à l'exercice auquel il a, ça va être la 8e fois. C'est la même structure.
cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il a commencé par célébrer le Bénin révélé. Le Bénin en révélation presque. En fait, à 2 ans de la fin de ce mandat, Patrice Talon n'est plus dans la projection d'un futur d'un Bénin qui va marcher. Ses projets, sa vision. En fait, c'est pour dire nous étions sur la bonne voie. Maintenant, on a les fruits. On verra encore meilleur dans quelques années. C'est pour ça donc Mohamed parlait tout à l'heure d'optimiste, exactement. Donc, il a vanté cet optimisme parce qu'on a l'impression que le 9e ou le 10e discours va être l'atterrissage finalement du Bénin révélé. Du Bénin révélé. J'ai posé la question tout à l'heure à Agapine Afro-Africain. Au cours de ce discours, on a constaté, on a noté qu'il y a eu de petits pics qui ont été lancés à l'ancienne gouvernance Arrivé Choubalé. Quelle est votre analyse? Bon, enfin, le Bénin progresse sans pose de première non, pierre. si le discours a été dévié de son objectif initial, ça devient un ramassis de pics, d'attaques, de projections, de... Voilà, ça. Est-ce que vous y voyez des éléments de détente ou toujours l'expression d'une guerre? Non, il n'y a jamais eu de détente. Vous avez suivi la rencontre entre le chef de l'État et la délégation de l'UN. C'était presque les démocrates. Voilà, les démocrates. C'était presque dos à dos. Hein? Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Allez envoyer vos techniciens. Si vous n'avez pas l'argent, je vais les payer. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas détendu quand même. Je ne sais pas ce qui était détendu. Et puis vous avez suivi après l'exploitation qu'on a faite de certaines séquences pour montrer que quelqu'un a été humilié. Bon, enfin, il n'y avait aucune donc vous estimez envie. Il n'y avait aucune envie, non. La guerre se poursuit en sourdine. Oui, les exilés sont tous dehors. Il y en a même de nouveaux. Je suis une dame qui s'est proposée à l'exil la dernière fois. Donc il y en a même de nouveaux. Il y a probablement, potentiellement, de nouveaux prisonniers à attendre. Ceux qui sont là ne sont pas libérés. Le chef a promis que, bon, pour le cas des étudiants, on a donné des instructions en direct. Bon, je ne sais pas si c'est toujours la lenteur administrative qui se poursuit. Donc on n'est pas encore dans un registre de décrispation. Hein. Tout à l'heure, mon ami Agapi parlait de la problématique des élections qui demeure à l'État. On n'a pas touché à ça. Donc, vous savez, quand j'écoutais le chef de l'État la dernière fois, je me suis remémoré de ce qui s'est passé à l'ouverture du sommet de la francophonie à Cotonou, où le président Soglo était revenu sur 17 années de marxisme-léninisme. Et bon, jusqu'à aujourd'hui, certains analystes continuent de dire que c'est cette partie-là qui lui a coûté sa réélection. Il y a eu des débats hier. Non, parce que c'était un parlement. C'était un discours sur l'état de la nation. Je suppose que c'était solennel et que toute l'élite... Il y avait les élus du parti politique dirigé par l'ancien président Bouniaï. Toute l'élite politique devait être scotchée sur ce rendez-vous-là. Donc, l'occasion est bien choisie pour adresser les pics qu'il faut, à qui il faut. Donc, on est toujours dans cette posture belliciste qui a commencé depuis 2019, hein, où on a parlé de ruse et de rage. Et jusque-là, on n'a pas encore vu. Oui, j'ai écouté tout à l'heure mon ami Agapi qui parlait de la célébration de la révélation. Vous comprenez? Tout ce qu'on a fait par ailleurs, qu'on pensait que, bon, au moins, par contrition, je ne dis pas contrition, pas humilité, on pourrait dire, écoutez, mes chers compatriotes, tout n'a pas été rose. Venez, on va essayer de combattre les brèches pour continuer. C'est pas ça. On dit, oui, vous avez reçu les coups. Nous allons continuer à vous en donner, comme disait l'autre. Après, nous, ce sera nous. Et voilà, on continue. Le plus fort, on va manger le plus faible. Nous sommes dans cette logique-là. Nous ne sommes pas encore en politique. Nous sommes dans la jungle. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas si ceux qui sont enfin, pas les deux. Enfin, ça va au-delà de... Parce que je suppose que les deux sont déjà finis, politiquement. Il est fini. Talon est fini. Ils ne se représenteront plus. Si la Constitution reste en l'état, normalement, ça devait rester en l'état. Donc, vous avez des doutes par rapport à une révision opportuniste de la Constitution? Oui, parce que le 15 mars, le président de l'Assemblée nationale, lors de son discours d'investiture, a annoncé la volonté de révision de la Constitution. Et on suppose qu'à ce niveau, dans ce discours solennel, il portait quand même une parole.
On peut pas, je ne peux pas croire que le président Vlavono ait pu prononcer un tel discours sans être en phase avec leur leader, le leader naturel de la mouvance jusqu'à présent. Donc maintenant, il n'a même pas parlé de ce qu'on veut mettre dans ce processus de révision. Donc, ce n'est pas exclu que ça soit tout dans les gars. Et d'ailleurs, on a vu le côté un peu poussif de la succession, même au niveau... je suis d'accord qu'aujourd'hui, les opposants, les gens ne se précipitent pas pour se déclarer candidat. Parce qu'il y a, en 2021, tous ceux qui ont osé faire ça sont retrouvés en prison. Certains y sont encore. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un de l'opposition vivant sur le territoire béninois va s'essayer à dire oui, moi, je vais être candidat en 2026. Mais du côté de la mouvance, on ne les voit pas beaucoup non plus. Hein? Bon, c'est vrai, vous avez me parlé de suscitation. On suscite quelqu'un qui ne parle pas lui-même. Vous voyez, donc c'est peut-être leur agencement interne qui leur permet de faire ça, parce qu'ils savent qu'en face, il n'y aura rien. Hein, et qu'ils maîtrisent tout, ils ont toutes les cartes en main. Et voilà, donc le leader peut se permettre de donner des pics. On vous a compris, Arimi Choubalé. Je retourne vers vous, Mohamed Akintola. Alors, Mohamed Akintola, lorsqu'on revient sur le discours, il y a eu l'annonce des filières manioc et arachide, des filières quand même qui étaient tant espérées pour que l'État puisse davantage les promouvoir. Le chef d'État a annoncé que l'arachide, on aura l'huile d'arachide produite au Bénin pour consommation et également exportation. De bonnes ambitions, et nous espérons vivement que les actions accompagnatrices permettront de mettre vraiment sous le feu des projecteurs ces filières-là, parce qu'on est resté un peu trop longtemps aussi cramponné à certaines filières de rang telles que le coton, telles que l'acajou ou encore le soja. Et il n'y a pas si longtemps que ça pour dire que il y a possibilité de mettre en avant le pays, de mettre en avant les ressources du pays sur plusieurs autres plans. Et ces filières-là, le manioc, en effet, il faut le reconnaître, le besoin est. Il existe et il y a beaucoup de nos compatriotes qui s'y adonnent, l'arachide également, parce que la difficulté, parlant de la disponibilité de l'huile, et ça, c'est surtout le long de la filière, puisque nous sommes en permanente importation, tout ça, c'est l'espoir que nous avons, c'est que les mesures puissent accompagner pour que dans un bref délai, ces filières aussi puissent être révélées comme je l'ai dit. Mais si vous permettez de revenir rapidement sur la question des boutards du président de la République à l'endroit de son ancien, et je ne dirais même pas ancien, de son ami, l'ancien président de la République, moi je ne pense pas que ce discours-là, à l'écrit, comporte de ces boutarde là, je pense que il était beaucoup plus dans une... Ça a été dissimulé pour... En fait, je pense que ça a été beaucoup... Exactement, c'est ce que je vois. Et puis, n'oubliez pas que lorsqu'il y a encore les démocrates devant et que lorsqu'il prononce les discours et que pendant que les députés de la mouvance présidentielle applaudissent, que les députés démocrates continuent de faire leur guerre dans la morphogestuelle en refusant de et puis, il y en a qui étaient vraiment, vous voyez, dans cette posture-là, renfermés. Il y a un ami qui disait, il y a des opposants nés. Ils s'opposent à tout sans savoir ce que l'autre va dire. Ils s'opposent avant même qu'ils ne commencent à parler. Donc, je me dis que c'est peut-être le besoin, en fait, d'étendre l'atmosphère qui a amené. Et puis, c'est pas mauvais. Il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela quand on estime que c'est un président qui a la plupart du temps adopté une posture austère, une posture un peu trop rigoureuse. C'est quand même bien lorsqu'on est en train de finir, vous voyez, de se détendre un peu, de montrer que c'était quand même pas la guerre, il fallait un peu de rigueur pour que ça puisse marcher, quoi. Et par rapport au Niger? Oui. Le Niger, oui. Il y a un temps pour condamner et un temps pour prendre acte. Il ne pouvait en être autrement. Ouais, il ne pouvait en être autrement parce que on ne peut pas faire de la complaisance lorsqu'on dirige un État. Vous voyez? Certes, je sais que beaucoup de compatriotes comparent l'action du président de la République et la position du Bénin, je vais dire, parce qu'il porte la voix du Bénin, compare ça à notre voisin de l'Ouest pour dire, lui, il a été beaucoup plus ouvert et puis c'est comment on appelle, pour le bien-être de sa population. C'est normal. Ça peut se comprendre, mais vous, lorsque vous appartenez, d'accord, à un groupe, je vais parler de la CEDEAO, que vous êtes porté à faire la promotion de ce groupe-là, quoi qu'il arrive, et que
vous êtes tous assis pour prendre une décision, il faut quand même faire... il y a ce qu'on appelle la discipline du groupe. La discipline du groupe. Et qui veut qu'on suive ce qui a été décidé. Maintenant, est-ce que la posture actuelle du Bénin, qui est un peu plus modérée, est-ce qu'elle est tardive? Je dis non. Non, elle n'est pas tardive. Elle n'est pas tardive. Et si elle est bien, si ce virage-là est très bien managé, ce sera pour le bénéfice des uns et des autres. Je pense que c'est le désir du président de la République de faire comprendre que oui, nous avons dit niet, mais nous continuons de condamner ce qui a été fait. Cependant, la position se ramollit un peu lorsqu'on voit en face les intérêts des uns et des autres. Et nous continuons de jouer notre partition de façon officieuse pour dire, eh bien, trouvons une solution pour sortir de ce merdier-là. Justement, lorsqu'on parle de la crise au Niger, beaucoup de citoyens espéraient quand même davantage de mots en faveur de rapprochement vers la transition nigérienne, puisque, comme l'a évoqué tout à l'heure Mohamed Akintola, il y en a qui estiment que le président Patrice Talon a été très rigoureux comparativement à son homologue du Togo. Alors, je reviens toujours sur la posture du discours sur l'état de la nation. Je pense qu'il ne s'agit pas pour le chef de l'État de venir justifier, mais c'est de venir expliquer ces deux postures différentes. Justifier voudrait dire qu'il a envie de convaincre, nécessairement qu'il a le devoir de convaincre. Ici, c'est d'expliquer son action. En tant que président de la République, je pense que sur le cas du Niger, il a dit ce qu'il fallait dire. En 2012, dans le cas du coup d'État au Mali, c'est la même posture que Yahya Boni a eu. Il était président de l'exercice de l'Union africaine, Ouattara était président de l'exercice de la CEDEAO, mais Ouattara était partisan d'un dialogue avec la junte, et Yahya Boni était radicalement opposé. Il voudrait qu'on déloge Awa Sanogo de la présidence du Mali. Donc, c'était déjà une posture du Bénin par rapport à la CEDEAO, à notre participation à la CEDEAO, aux instruments de la CEDEAO. Et le Niger, comme le Mali, comme le Burkina, n'ont pas inventé leur posture. C'est des gens qui ont, leurs présidents ont adhéré en 1975 à la CEDEAO. Donc, c'est membre fondateur de la CEDEAO. Donc, les instruments qui obligent, qui habilitent les États à agir. Maintenant, que ce soit le Burkina sous Compaoré, le Togo sous Fayon, c'est logique, ils ont leur politique. Les États, c'est d'abord leur souveraineté. Hein. C'est d'abord le principe de départ, c'est la souveraineté. Oui, la souveraineté du Bénin, les intérêts du Bénin avec le Niger. Bien sûr. Ce que représente le port. Non, attendez. Le principe, c'est la souveraineté. Mais lorsque vous êtes parti à une association, à une communauté, là, vous analysez effectivement, vous faites le point. Donc, votre signature en tant que membre participant à une communauté et les intérêts du Bénin. Alors, est-ce que les intérêts du Bénin étaient menacés lorsqu'on dit, comme d'habitude, comme la CEDEAO le fait à tous les pays qui font un coup d'État, on vous suspend, on fait ci, on fait ça. Moi, je me rappelle, en commentant ça le 30 juillet, je disais, j'espère qu'ils vont y arriver parce que ça n'a jamais marché dans un pays où la CEDEAO a dit je condamne, je suspends, je fais ci, je fais ça. Mais c'est des positions de principe. Quand on parle du protocole additionnel, d'abord le traité révisé de Cotonou 93, le protocole additionnel 99, les autres protocoles, de Lomé, de Dakar 2001, quand vous les regardez, ça habilite les États à s'ingérer. Ça habilite l'Union, la CEDEAO, à s'ingérer dans les affaires des États. Mais est-ce que l'ingérence va jusqu'au niveau de la souveraineté? Moi, je disais, quand on disait que le chef d'État Bazoum était pris en otage, moi, j'estimais que, à un moment donné, dès que la junte a formé son gouvernement, en décidant qu'il sera le Premier ministre, là, on n'est plus dans une affaire de mutinerie, on est dans un coup d'État où il y a un pouvoir de fait. Et lorsqu'il y a un pouvoir de fait, la CEDEAO doit pouvoir considérer ou reconsidérer sa posture. Donc, ce qui est en jeu ici, ce n'est pas le Bénin qui s'est fourvoyé, c'est beaucoup plus la CEDEAO qui n'a pas l'instrument en main. Le chef d'État du Bénin ne peut pas renier sa signature. Donc, ce qu'il a dit, il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour exiger, et il y a un temps pour prendre acte et avancer. Donc, il a dit... Oui, qu'est-ce qu'on peut déduire là de ces propos-là, clairement? Oui, ça veut dire que en d'autres termes, il a dit, il faut maintenant qu'on écoute les autorités nigériennes et qu'on essaie de voir dans quelle mesure. Et la CEDEAO, d'ailleurs, a pris la posture. Ils ont mis en place une équipe pour y aller. Et on sait que le Togo est assez avancé. Et c'est peut-être mieux. Sous l'apartheid, alors que tout le monde condamnait l'apartheid,
Le président Houphouët-Boigny a dit, moi, je discute avec le régime. Il faut bien que c'était pour discuter avec le régime d'apartheid. Je ne valide pas, mais je me dis, il faut les écouter. Donc, moi, la position du Togo, je ne la condamne pas non plus. Le Togo est parti à la CEDEAO. Le Togo estime peut-être, mais évidemment, le Togo profite un peu de la situation pour leur offrir son port. Mais c'est de bonne guerre. Mais en clair, il fallait bien que des gens soient en mesure de discuter avec la junte. Il faut un temps pour prendre acte et avancer. Pour moi, c'est le moment d'écouter les autorités nigériennes. Et je pense que, j'espère bien que le Togo va servir un peu d'intermédiaire pour qu'on en arrive rapidement à finir avec. Parce que le fait que certains posent le problème comme un problème de Bénin avec le Niger, avec les Nigériens, et où on envenime cette situation, nous sommes habitués à une vue communautaire. L'île de Létier nous a opposé, mais ça n'a jamais, en dehors de petites situations, il y a tellement longtemps, ça ne nous a pas amené à une crise de voisinage terrible. Donc, ce n'est pas une situation institutionnelle qui va nous y arriver. Moi, je pense qu'il faudrait que chacun travaille et le gouvernement. Je pense que la nouvelle posture du gouvernement béninois, c'est-à-dire attendre quelque chose, attendre que les autorités nigériennes, les autorités de fait, puissent faire des propositions. Maintenant, la diplomatie de l'ombre, de nuit, et ce qu'on appelle les bons offices ou les médiations, doit pouvoir se mettre en branle, et c'est sûr que c'est un jeu. Et moi, le Togo joue un rôle pour que ce qu'on attend de ces jeunes, qu'on essaie les autorités de fait, qu'on essaye de se parler la nuit, le soir, pour qu'au grand jour, quelque chose de mieux sorte et ressorte. Mais il y a un gros problème, c'est la CEDEAO. Je pense que cet appareil a un problème. Il faut bien le lier à nouveau. Et c'est pas sur le cas nigérien. Henri M. Banet, sur la même question avant qu'on change de sujet. Je n'ai pas compris pourquoi le président de la République a parlé du Niger devant l'Assemblée nationale. Il n'a presque jamais parlé du Niger au Bénin. Toutes les fois, il s'est prononcé sur le Niger, soit c'est un déplacement à Abuja ou... Donc il a estimé que ce sujet-là ne concernait pas les Béninois. Enfin, je suppose. Et brutalement, il vient, il découvre que oui, il faudrait... Et je ne sais même pas quelle est la posture du Bénin aujourd'hui. Est-ce que M. Patrice Talon reprend les intérêts du Bénin? Enfin, si on est d'accord que c'est oui. Et puis, bon, la CEDEAO veut prendre des sanctions. On est d'accord. Mais est-ce qu'il y a les intérêts du Bénin à préserver? Moi, je veux savoir comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'on aille à la décision de l'intervention militaire. Et quelle a été la position du Bénin, quand bien même il faut se ranger une fois que la décision est prise. Mais avant qu'on ne se range, quelle était la position du Bénin? Ou c'est une position personnelle, et c'est pour ça d'ailleurs que ceux qui disent que ce sont des prises de position personnelles du chef de l'État, Patrice Talon, je ne peux pas leur trouver tort, puisqu'on ne sait pas ce qu'il en pensait avant qu'il ne vienne être fait le porte-parole. Mais vous estimez qu'il doit davantage apporter des explications? Non, pas explication, c'est-à-dire que justification. Aujourd'hui on a l'impression que le Bénin, à lui seul, porte le combat. Je ne sais pas qui encore souffre plus du blocus avec le Niger que le Bénin. Alors, et si il doit y avoir des sanctions, ça veut dire qu'il y a un coût. Normalement, les coûts doivent être équitablement rétablis entre tous les membres. Normalement. Si le Bénin avait été défendu, je ne sais pas si cela a été fait, à toi, peut-être que cela a été fait. Le Bénin, par jour de blocus de sa frontière, il perd combien? Combien cela devait coûter? Et cette charge-là devait être supportée par tous les États. Je suppose qu'ils ont dégagé un fonds pour faire face à ça. Si ça n'a pas été fait, ça veut dire que le Bénin a été sacrifié par celui qui devait le représenter. C'est simple. Merci on n'a à pas vous. d'autres conclusions à tirer. Arémi Choubadé, on vous aura compris. Nous sommes réunis ici ce matin pour parler de plusieurs autres sujets qui ont fait l'actualité cette semaine, tout comme cette affaire à l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, Mohamed Akintola. On a vu même le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Kriet Mario et l'homme Mettonou, qui est monté au credo pour lancer également un avertissement à l'endroit de tous ceux qui ont à charge les offices et structures publiques. Vous, en tant qu'acteur politique, quelle est votre opinion sur cette actualité, bien que le dossier soit pendant devant la justice? Déjà que c'est désolant de lire tout ce qu'on lit dans la presse par rapport à ce dossier-là. D'abord en tant que jeune, parce que c'est quand même des jeunes qui sont concernés, impliqués, et c'est quand même un office qui s'occupe des choses relatives aux jeunes. Vous voyez, dans ces deux sens-là, dans ma posture d'abord de jeune, acteur politique béninois, c'est vraiment désolant que ce soit de notre génération ou de notre catégorie. L'autre chose, c'est que il faut reconnaître depuis toujours que le gouvernement du Bénin
est très strict, très rigoureux avec de ces pratiques-là. Et n'hésite pas, même quand c'est de son camp, n'hésite pas à taper du poing sur la table et à faire subir ce qu'il faut faire subir, les sanctions qu'il faut à ceux qui se compromettent par de ces actions-là. Maintenant, la grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça s'arrête là? Parce que on ne parle pas de 260 000, on ne parle pas de 2 600 000, on parle quand même de 2 600 000 000. Et il n'y a que 3 noms qui sont cités depuis. Et ça s'arrête vraiment là. Vous estimez qu'ils ne sont pas même de se partager ensemble? Non, pas ça. Bien... J'estime que la facilité avec laquelle ces fonds-là ont été détournés ne peut pas ne pas avoir impliqué d'autres personnes. Si ce n'est pas de façon active, eh bien, ça veut dire qu'il y a eu de la négligence. Il y a eu de la négligence, puisque nous avons des corps de contrôle. De finances. Nous avons le ministère de l'économie et des finances qui est bien là. Nous avons le ministère dont relève cet office-là qui est aussi là. Et ça n'a pas été fait en une seule nuit pour qu'on dise que non, ils étaient légèrement en train de somnoler. Ça s'est fait sur, je ne sais pas, 4 ans. 2019 à 2023. Voilà, 2023, ça fait quand même 4 ans où on était légèrement et gentiment en train de siphonner les fonds de la République. Donc, ce dossier doit, à mon avis, être traité avec la plus grande rigueur, doit être traité en appelant à réagir ou à répondre de leurs actes tous ceux qui, de façon directe ou indirecte, ont été impliqués dans cette action-là et que la justice soit simplement faite. Arimi Choubadé, ce Obsugate, comme il est baptisé. Oui, c'est vraiment un peu désolant ce qui se passe. On pensait que tout allait bien à ce niveau. On voit un peu le sport scolaire universitaire a repris corps, a repris vie. Le championnat s'organise régulièrement, le championnat annuel. Vous allez même au niveau du département, un effort se fait. Et puis vous avez les prouesses de l'équipe du Collège Sainte-Rita sur le plan international. Donc on se disait que enfin quelque chose qui marche dans le pays en matière de sport. Et puis brutalement on voit le plafond décoller pour tomber sur nos têtes, et on voit l'ampleur du désastre. Pour les histoires les mécanismes de décaissement et tout ça, enfin, c'est sûr qu'il y a eu des manquements, et ça c'est constant depuis, je ne sais pas, peut-être 2006, c'est comme ça où on annonce que on a la rigueur, on a les mécanismes de contrôle, et pourtant on s'étonne que plus des années, on siphonne l'argent public. Et vous savez, mais par rapport à ce qui se passe actuellement, là où la réflexion doit être menée, c'est que le principal mis en cause est très actif dans son parti politique. Il est très actif. Je crois qu'il aurait participé aux élections législatives, quelque chose de ce genre. En tout cas, il a été assez actif. Alors, je me demande ce que font les partis aujourd'hui qu'on leur donne des milliards de nos impôts. J'estime que leur personnel, ils n'ont pas eu la formation qu'il faut, parce que la politique, c'est une science, ça s'enseigne à l'université. On ne s'improvise pas politicien ou homme politique. On l'a appris, et je crois quand même qu'avec le pactole qu'on leur donne depuis bientôt plus de 3 ans, on devrait déjà avoir des écoles de parti, ou à défaut des centres de formation, ou ne serait-ce que pour encadrer ces responsables-là sur leurs responsabilités. Parce que c'est décaisser aussi facilement de l'argent dans ce conseil-là. Il y a un problème en dehors même de l'encadrement technique dont il peut avoir besoin au niveau de son ministère, de sa direction, il devait quand même avoir un creuset ou un programme destiné à ces gens-là pour la gestion des biens publics, le respect du bien public et leurs responsabilités. Parce que si on leur inculquait qu'ils avaient une responsabilité dans le développement du pays, ils ne s'amuseraient pas aussi facilement avec les données publiques. Donc pour moi, il y a une responsabilité. C'est vrai qu'on est au pénal et que la responsabilité est personnelle. Si quelqu'un a détourné ou a mal géré, il doit en répondre. On est d'accord. Néanmoins, il y a à des niveaux donnés. On parle d'une affaire de coton. Non, moi je ne veux pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est de l'escroquerie. Quel que soit le moyen par lequel on a sorti l'argent, le résultat, c'est ça qui nous intéresse. Et puis, dans ces genres d'enquête, depuis très longtemps, quand on nous dit, à nous citoyens qui trimons pour payer les impôts, on nous dit,
2 milliards de vos sous ont disparu de la caisse. 2 milliards 600. Oui, 2 milliards 600. Ce qui est intéressant, c'est de dire, écoutez, dès qu'on a su l'affaire, on a pris des mesures conservatoires et déjà, on a pu sauvegarder au moins 1 milliard quelque part, en attendant de démêler tout ça pour qu'après, au moins, bon, le citoyen sait que ce n'est pas 2 milliards qui sont enfumés. Mais on a l'impression que tout le monde en profite. Et que, on dit, c'est comme si on demande aux mises en cause supporter ce montant-là, on va s'arranger pour que, puisqu'on a vu plusieurs condamnations où les gens, ils n'ont pas exécuté la peine, et c'est constant depuis 2016, où on condamne des gens et pour des dossiers de ces gens-là, où bien on fait beaucoup de tabac, puis après on n'entend plus rien. C'est comme s'il y a une entente, on dit, écoutez, souffrez qu'on crie un peu votre nom, à la fin, on saura comment faire. Et sinon, jusque-là, on ne sait pas. Moi, ce qui m'aurait intéressé dans cette histoire, c'est de savoir les mesures conservatoires qui ont été prises. Peut-être qu'il y a un compte qui a été saisi, même si on a trouvé 200 000 dedans. C'est déjà 2 milliards. Dépensé 2 milliards 600. C'est déjà 2 milliards 600 moins 200 000. Hein? Dépensé 2 milliards 600 de 2019 à 2023, quand même. Oui, je suppose que ça a été mis dans des... Il faut une fondation. Ça a été investi dans des activités. Je ne sais pas, peut-être que dans des immobilisations sur le territoire ou à l'étranger, ou peut-être qu'il y a des filières qu'on peut rattraper. Attendez, écoutez, on est en phase d'enquêteur professionnel. On ne peut pas me dire qu'un juge ne peut pas savoir comment il faut faire pour éviter que le débiteur devienne insolvable. Au moins, je ne dis pas de retrouver la totalité. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas qu'on laisse les gens en prison 20 ans, 10 ans, 40 ans, ou qu'on arrête 70 personnes. Ce n'est pas ça l'essentiel. Pour nous, l'essentiel, en tant que citoyen, l'argent revienne. En tant que citoyen, qu'est-ce qu'on a pu faire pour rattraper, pour arrêter d'avoir l'hémorragie, et ensuite pour essayer de faire rentrer dans les caisses de l'État, ne serait qu'une partie de ce qui a été volé. Bon, s'il n'y a pas ça, je me demande à quoi ça sert alors de faire tout ce bataille. N'oubliez pas que même les enquêtes coûtent de l'argent à l'État. Alors, si on doit continuer, vous savez, c'est un peu comme ce qui s'est passé sur les chantiers de Porte-Nouveau, où on continue de dépenser de l'argent rien que pour démolir un objet de corruption. Alors, donc, c'est rageant pour le citoyen. C'est rageant. Hein, qu'on se dise que depuis qu'on a inventé la paix, depuis 2014, que l'affaire a été inventée, qu'on continue de nous dire que 21 milliards manquent au budget national, dans la caisse de l'État. Voilà. Sinon, pour le reste, je crois que c'est un problème de comportement, ce n'est pas une question de jeunes ou de vieux. Il y a des détournements dans ce pays, tout le monde est impliqué. Hein? Je me demande si ces petits-là ne sont pas mis devant, alors que derrière, il y a des plus grands. Agapé Napoléon Maforican, est-ce que, lorsqu'on y voit de près, est-ce qu'il pourrait avoir la responsabilité de ministre d'alors engagé? Bon, de toute façon, je vais revenir quand même sur la CEDEAO. J'ai gardé mon fil parce que j'ai entendu que le président parlait en son nom. Dans ce genre d'organisation, on ne parle pas en son nom. C'est des organisations internationales, on ne parle pas en son nom. Le chef d'État ne peut pas parler en son nom. Mais il est élu pour parler au nom du Bénin, mais c'est lui qui parle. Donc on ne peut pas dissocier la personnalité de la fonction. Même si c'est les intérêts supérieurs, il a fait serment de défendre les intérêts supérieurs du Bénin. Et je pense que lui n'est pas le leader. Le président de la CEDEAO, c'est le président Tinubu. Donc c'est le président Tinubu qui a pris le lead. Et si on regarde le contexte dans lequel cette situation est advenue, c'est-à-dire une relation calamiteuse avec le Nigeria, un changement à la tête du Nigeria, un rapprochement entre les deux hommes, le président Talon et le président Tinubu, lorsqu'on analyse l'environnement, ce n'est pas pour le compte du président Talon, c'est pour le compte du Bénin. La preuve, on vient de valider un certain nombre de produits qui peuvent être exportés vers le Nigeria. Donc, ça veut dire simplement que c'était pour le compte du Bénin, c'était pour les intérêts supérieurs du Bénin qu'il y a eu d'abord ce rapprochement. Non, c'est pour les contrats là qu'on a bloqué la frontière avec Niger. Non, c'est pour compenser. Non, je viens. Non, je comprends. Je vais répondre. Donc, maintenant, la CEDEAO a sorti ses instruments. C'est important. Moi, j'étais à Lomé en décembre 1999. Lorsqu'on a retouché au protocole, on a fait le protocole additionnel sur la défense et la démocratie. J'étais à Dakar en 2001 pour le protocole additionnel. J'ai suivi au moins ces actualités-là parce qu'on estime qu'une stabilité politique de bonne démocratie doit induire l'intégration économique et que l'intégration économique pâtissait des errements politiques. Maintenant, 20 ans après, est-ce que c'est la réalité? On peut mesurer les coups d'État successifs. Le coup d'État consommé au Mali, 2 fois déjà, ou 3 fois même.
au Burkina, et en Guinée, et au Gabon. Bon, non, le Gabon n'est pas dans la CEDEAO. Donc, peuvent aujourd'hui nous permettre de réanalyser vraiment la validité de ces protocoles-là. Et lorsque le Togo, qui avait abrité 99, aujourd'hui a une posture beaucoup plus libérale vis-à-vis de la CEDEAO, on doit pouvoir analyser. Mais le comportement du Bénin n'est pas le comportement... Pour être, on n'a pris aucun lead. Il a suivi tout ce que... Le Bénin a suivi. Il a suivi. Okay. En tant que Bénin. En tant que, suivi. Donc sa signature, évidemment. Oui, il a suivi. La logique de la signature. Donc je reviens maintenant. On a encore un autre sujet. On revient à l'objectif. Non, moi, je n'ai pas grand-chose à dire là. Pour moi, le procureur a son dossier en main. Vous savez, moi, les enquêtes, ces histoires sont complexes. Mais je trouve simplement que l'homme est quand même assez téméraire. Hein. Pas lui, pas Donald Kagabo, pas que lui. Mais on a parlé de clients, on a parlé d'instruments, on a parlé de beaucoup de choses. Et pourtant, ça continue. Et les gens on les condamne, ils ne font pas la prison. Il faut aller chercher. Un préfet condamné qu'on a envoyé à l'extérieur, il est rentré au pays, il est libre. La condamnation est censée durer combien de temps? Est-ce que vous avez pris au moins la peine? Il a pris quelqu'un, il y a quelqu'un qui a été condamné à 6 ans de prison. Il a disparu du pays, il est revenu. Il n'est pas en train d'appliquer sa peine. Non, il peut. Mais c'est ça qui veut. Est-ce qu'il y a une remise de peine? Est-ce que... Mais dites-nous, moi je pose la question. Non, vous n'avez pas... On va suivre. Des éléments de preuve pour étayer, en fait. On va suivre Agapit Napema Foïka. C'est beaucoup plus logique dans ce sens-là. Vous savez que la criette, c'est une juridiction spéciale. C'est une juridiction politique. C'est une juridiction au service de la politique, la criette. Et c'est la politique qu'on va déployer. Agapit Napema Foïka. En fait, comme on a connu, donc il n'y a pas de rupture. On a connu ces atermoiements, notamment. Vous savez, la problématique de la justice, moi je dis toujours que nous n'avons pas la bonne organisation judiciaire. Et nous l'avons copié du colon français. Je pense que nous devrions, quand on me dit je suis nostalgique du passé, je ne suis pas nostalgique. Moi, je suis analyste. Je pense que la justice, il faut aller lire la loi fondamentale de 1977. On va retrouver une organisation judiciaire meilleure que ce que nous avons. Moi, je n'ai pas envie de m'en prendre à l'institution de justice parce que elle est la nôtre, on la prend comme elle est. Mais j'estime que l'homme, il faut l'analyser, le Béninois, par rapport au comportement avant de faire les lois. Parce que on a beau avoir criette, quel que soit politique, tout ça, là, mais on l'a quand même. Oui, mais, la peur du gendarme est le début de commencement de la série. Mais il se fait qu'il y a toujours des... Oui, il y a toujours de cela. C'est préoccupant. Ce qui préoccupe beaucoup plus les citoyens aujourd'hui, c'est de savoir comment de 2019 à 2023, cela a échappé à tous les corps de contrôle. Oui. Ça veut dire que c'est pas quoi. Est-ce qu'il a été couvert à un moment donné? C'est sûr, il ne peut pas sortir 2 milliards seul. C'est pas possible. Donc, c'est sûr qu'il y a tellement. Vous avez lorsque le procureur est sorti déjà, il a dit que les enquêtes se poursuivaient. Mais les éléments qu'il a déjà nous permettent de voir déjà qu'il y a eu beaucoup de. Que quelqu'un copie des en-têtes et puis faire se jouer de quelqu'un qui est directeur, qui est responsable. Donc, sur lequel on a fait un cas de moralité avant qu'il soit là, qui est responsable, il y a un PNMP. Il y a un PNMP, il y a normalement, il doit avoir le contrôle interne. Et il y a les contrôles périodiques. Le DAF. Donc, non, le DAF ne fait pas de contrôle interne. Il y a la direction de l'inspection. Enfin, avant, on les appelle les DIVI, la direction de l'inspection et de la vérification interne. Je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, mais il y a quand même des corps de contrôle à l'interne, en principe. Donc, lorsque vous regardez toute la chaîne, que ce soit là, que ce soit à d'autres structures où les gens sortent les fonds de manière, disons, désordonnée, il y a questionné le fonctionnement réel de l'appareil, du système, du dispositif. Et donc, moi, je ne veux pas m'appesantir sur ce cas, parce qu'il y a d'autres cas. Avant ce cas, il y a des cas qui sont pendants comme ce cas, et il y a d'autres cas. Il va falloir franchement se poser la bonne question. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête comment ça fonctionne? Est-ce que l'État a les dispositifs réellement? Moi, je suis de ceux qui pensent que Patrice Talon peut être porteur de très belles idées pour conduire son pays pendant sa décennie. Mais on a encore du chemin à faire. Il y en a encore énormément. Parce que la problématique de l'enrichissement illicite, du fait que vous êtes chef, vous avez envie de vous faire plein la poche, je pense que c'est une problématique sur laquelle on doit s'asseoir, réfléchir. Et moi, je pense que la seule chose possible là, c'est le contrôle de certains contrôle qu'on ne fait pas encore. Les condamnations de la criette ne suffisent plus. Il est évident que ça. Les gens sont en prison
Et parfois, vous voyez comme on change parfois les organes. Parce qu'ils sont en prison, ils communiquent toujours, ils publient, ils ont des facilités. Alors, c'est tout. Combien de fois on va changer le Béninois? On va changer les gardiens de prison, on va changer les gardes pénitentiaires. Combien de fois on va les changer? Donc, il y a un problème de tout le dispositif qui doit nous interpeller en tant que citoyens. Parce que bon, il y en a qui ont volé peut-être un peu, qui sont en prison et qui n'ont même pas encore connu un procureur, enfin, n'ont même pas encore reçu, le procureur ne les a même pas encore reçus pour leur notifier réellement leur condamnation ou bien l'incrimination. Et pourtant, il y en a qui peuvent voler autant de milliards et après, bon, ils vont peut-être circuler. Ça pose un problème. Et je ne m'accroche pas sur le cas Madi, enfin, au BSS, je suis au-delà un peu de ces cas-là. Je pense, comme il y a une enquête qui est en cours, je préfère ne pas m'appesantir. Sur ce dossier-là. Merci à vous, Agapit Naplama Foikan. Arimi Choubadi, le parti politique UDBN, il y a exactement 8 jours, samedi dernier, était en congrès extraordinaire et désormais, il est rebaptisé Renaissance nationale. Non, je ne suis pas membre de l'UDBN. Bon, c'est une bonne nouvelle de constater que certains partis continuent de se battre pour résister. Quand bien même on avait décrété de faire disparaître tout le monde pour créer les partis, ce que j'appelle les PPP, qui ont aujourd'hui, qui gèrent aujourd'hui nos impôts sans qu'on ne sache ce qu'ils en font. J'ai pas tous les impôts. Bon, vous savez, on est dans le principe de l'universalité. Il n'y a pas une dépense qui est affectée et de la non-affectation où on prend une dépense pour affecter à une recette. C'est l'impôt de tous. Et les dépenses aujourd'hui des partis deviennent les dépenses de tous. Et puis ce que moi je dis, c'est pas que ça me gêne. Moi je crois même que c'est fondamental de financer les partis politiques. Parce qu'ils sont censés animer la vie publique. On ne peut pas prendre des fonds privés pour animer la vie publique. C'est une logique de sortie de l'argent. Je crois même que c'est la chance du Bénin d'évoluer vers plus une bonne gestion des affaires publiques, de séparer le personnel politique du personnel administratif, etc., etc. Je crois que c'est une bonne méthode, mais aujourd'hui on a senti que ce qui devait être solution a été transformé encore en un moyen de perversion parce qu'on appelle des individus, je pèse mes mots, on appelle des personnes et on leur remet en main des chèques du trésor public sans qu'ils ne soient prestataires de quoi que ce soit. Et sans même qu'ils ne fassent l'appel de fonds. Et sans qu'ils ne fassent un budget validé par des instances. Et si on est dans cette dynamique-là, et on comprend qu'on observe aujourd'hui tout ce qu'on voit là, où il y a une compétition à l'argent, parce que vous ne pouvez pas être dans une posture, vous êtes responsable de votre parti politique, vous apprenez que des milliards tombent, et vous n'êtes pas associé à la manière de gérer tout ça. Et puis vous-même, vous êtes en train de dans une posture où vous pouvez puiser dans la caisse de l'État. Pour revenir à UDBN, c'est pour dire que moi, je félicite cette dame-là à qui on a promis la fin à tout moment, mais qui continue de résister. Le chef d'État, je me souviens un jour, quand UDBN avait fait un congrès, il s'est rendu, il dit, oui, madame, je sais très bien que vous avez souffert, vous avez traversé des moments difficiles, mais j'espère que bientôt, on sera ensemble pour Alors, bientôt, là, c'est l'Institut de la femme qu'on lui a remis, mais bon, qu'elle n'a pas eu les coudées franches pour gérer. Après, on l'a éjecté. Ça veut dire que le chef était même conscient qu'il a fait souffrir cette dame-là. Et s'en est ému devant elle, devant ses militants, pour lui dire, bon, désormais, c'est la fin. Je ne sais pas très bien comment vous mettez, en quoi. Moi, je ne vais pas qualifier tout ça, mais je rappelle juste les faits. Vous comprenez? On est dans le facteur. Et aujourd'hui, elle persiste à affronter sa souffrance. Je ne peux que lui souhaiter bon vent, parce qu'elle est toujours dans la marmite où on l'a fait souffrir. Moi, je crois que, bon, avec sa peau neuve, elle aurait pu dire, bon, écoutez, moi, je change d'option. Je fonde dans un parti politique. Je change d'option. Non, enfin, ne serait que pour dire, je ne suis plus dans l'action gouvernementale. Je suis, je ne sais pas, centriste, neutre, ou tout ce que vous voulez. Ou carrément, je suis dans l'opposition. Bon, elle n'a pas pu franchir ce pas-là. On observe pour voir si elle va continuer à survivre malgré toute la souffrance
qu'on lui impose et qu'on reconnaît lui avoir posé. Une dernière question avant de me retrouver Mohamed Akintola. Est-ce que selon vous, la configuration de l'UDBN répond aux exigences de l'achat des partis politiques? Moi, je ne sais pas, je ne connais pas la configuration. Si l'État lui a donné les certifications nécessaires, je suppose que c'est parce qu'il est en règle. Je sais très bien qu'aujourd'hui, vous insistez parce que le pouvoir le veut. Hein? Bon, maintenant, si elle existe, c'est certainement parce qu'on le veut. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de RCBE? Comment c'est passé de Djanotin au Congrès à Rumpin sur le certificat de conformité. Merci. Vous comprenez? Donc, des fois, vous choisissez même vos dirigeants. Hein, et donc, si elle est là, c'est pas oui, merci beaucoup. J'aurais bien aimé quand même, avant de répondre à quelques questions, même si ce n'étaient pas des questions formulées avec un point d'interrogation, rectifier que la présidente Claudine Afiari-Prudencio n'a pas été éjectée de la tête de l'INF, mais elle a démissionné. C'est deux choses bien différentes. J'aimerais quand même corriger cette terminologie-là. Revenir aussi au mot souffrance qui a suffisamment été répété par Arimi Choubadé pour dire que le parti en est arrivé à Renaissance nationale parce qu'il y a eu des réflexions qui ont été menées, des travaux qui ont été faits lors d'un congrès ordinaire, un diagnostic qui a été fait de tout ce parcours-là pour en arriver à des décisions stratégiques, de continuer la lutte sous cette nouvelle forme-là. Et beaucoup de décisions internes ont été prises qui sont censées être déployées, impacter désormais l'existence du parti dans l'arène politique, et ça jusqu'en 2026. Est-ce qu'il fallait forcément changer de dénomination? Bon, je me demande pourquoi est-ce que changer de dénomination gêne autant de personnes. Ça ne gêne pas, ça me préoccupe. Ah d'accord, ok. Puisque monsieur... Je remercie l'honnêteté de monsieur Arimi Choubadé, et contrairement à beaucoup d'autres confrères, vous savez, lorsque vous faites une analyse prospective de quelque chose, l'analyse exige que vous ayez des éléments d'analyse. Vous voyez, parce que là, lorsque vous sortez de cette peau-là d'analyste qui doit collecter d'abord des données avant d'opiner, c'est que vous êtes un individu lambda, comprend vox populis, on demande qu'est-ce que vous pensez d'eux, et puis il s'agrippe à tout ce qui lui tombe sous la langue, et puis il parle. Beaucoup de collègues, malheureusement, n'ont pas su avoir ce discernement-là. Je me demande si c'est de bonne foi ou de mauvaise foi, parce que si c'est de bonne foi, ce serait alors donc une erreur dans la méthodologie, et ils se seraient donc éloignés de leur posture d'analyse. Et si c'est de mauvaise foi, eh bien, c'est pas vraiment cool dans cette arène-là. Pour en revenir au fait que pour apprécier quelque chose, il faut avoir les éléments. Pourquoi est-ce que c'est devenu UDBN, c'est devenu Renaissance nationale? Et certains sont même allés jusqu'à dire non, rien n'a changé dans le fond. La question que j'aimerais poser, et là c'est sous forme d'anecdote. Moi je me rappelle qu'un jour, une anecdote comme ça, un ami m'a raconté, il dit, on nous a demandé quand on était petit, un papa nous a dit quand on était petit, sur quels critères alliez-vous choisir votre épouse? Et donc, adolescent, on se disait, puisque ça se dit partout, il faut choisir l'épouse qui a un bon comportement. Vous voyez, et du coup, on a dit, non, on va choisir notre épouse qui est sur la base du bon comportement. Et tout le monde a dit ça. Et enfin, il dit, pourquoi est-ce que vous vous mentez à vous-même? Comment découvrez-vous le bon comportement de la femme si son physique, c'est-à-dire son apparence extérieure, ne vous a pas d'abord attiré à elle? Puisque si elle est vilaine et qu'elle ne vous attire pas, ça va vous repousser. Et vous n'aurez jamais l'occasion de découvrir ce comportement bon-là qui vous amènera donc à l'épouser. Pour dire que s'il y a eu des réformes internes qui sont censées propulser le parti de l'avant, pourquoi est-ce qu'on veut lui refuser le droit aussi de se maquiller? Dans le fond, le maquillage n'est pas une mauvaise chose. Le maquillage n'est pas fait que pour cacher ce qui est vilain. Non, mais le maquillage est utilisé aussi pour mettre en valeur ce qui est déjà beau. Pour dire que cela fait partie de tout l'appareil qui est en train d'être déployé. Il ne faudrait pas tuer et vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Renaissance nationale parce que nous sommes en contexte politique et nous sommes tous dans le marketing politique, et le rebranding fait partie de ce marketing politique-là. Mais il y a des enjeux, 2026. En effet, et tout ça rime à cela d'abord, parce que dans le court terme, c'est ce qui est devant nous. Il faut investir le terrain, il faut ancrer davantage le terrain dans toutes les contrées du pays. Il faut faire travailler les compétences du parti afin de pouvoir toiser ce que nous sommes en train de désirer, cet idéal-là. Agapit Naplama Forican sur l'UDBN devenue Renaissance nationale. Oui, d'abord, je valide aussi, Claudine Prudencio n'est pas
elle n'est pas venue de la dernière pluie, comme on dit. Donc, on l'a fait souffrir, tout ça, là. Je pense qu'elle a acheté si on l'a fait souffrir. Donc, moi, j'ai rappelé des faits. Oui. C'est pas moi qui dis qu'elle a souffert. Je vous ai rappelé l'événement. Non, vous n'avez pas restitué. Vous avez semblé connaître le parti sans restituer la vérité. Vous avez qualifié des faits en utilisant l'expression souffrance répétée à plusieurs reprises. Allez reprendre la bande. Allez écouter ce que le chef a dit à votre congrès. Et revenez ici. C'est comme si c'est Harry qui a dit qu'elle a souffert. Moi, je n'ai pas dit qu'elle a souffert. On a compris. Moi, je la connais très bien. Je sais qu'elle n'a pas souffert. En tout cas, pas dans sa vie. Donc, alors, merci beaucoup. Pas dans sa vie. Moi, je suis dans son parti. Je ne fais pas d'aventure politique. Non, parce que vous voulez m'attribuer le fait. C'est pas moi. Allez prendre la bande quand le chef était à votre congrès, réécoutez, revenez sur le plateau. Allez, Agapit Napoléon Forica. Parce que le chef a reconnu tout ce que vous avez souffert parce qu'elle ne voulait pas accepter de rentrer dans les blocs. C'était de ça il parlait. Et toutes les misères qui lui ont été faites. Il a dit, je reconnais, je vous sens, je sens ce que vous avez traversé et tout. Mais désormais, nous allons travailler ensemble. C'est ce qu'il a restitué. Ce n'est pas Arimi qui a dit qu'elle a souffert. On est d'accord? Merci pour cette précision. C'est tout, c'est dans le débat, c'est pour vous accompagner. Ce que vous avez dit, c'est quoi? Ce parti n'a pas souffert. C'est un parti qui est né sous le pouvoir en 2010, qui était aux élections sous le pouvoir en 2013, FCBE, en 2015, l'Union fait la nation. Et donc, le parti n'a fait que... Prochainement, inviter le chef de l'État ici. Il va nous donner le fond de sa pensée. Et là, tout le monde serait le parti n'a fait que gérer le pouvoir. Gérer le pouvoir. Mais le parti n'est jamais allé à une élection seule. Je me demande qu'il faut avoir les données. Voilà des données. Donc, le parti ne peut pas s'obstiner à être seul pose pour moi un problème de vision. De durabilité. Mais c'est son droit de demeurer seul. Hein? Mais le parti n'a rien validé seul. C'est ça, les données. 2010, naissance. 2013, élection sur la coupole de FCBE. 2015, élection sur la coupole de l'Union fait la nation. Et après là, les seules fois qu'elle était aux élections seule, elle n'a rien eu. Parce qu'elle a participé à l'action gouvernementale. Et donc, même si elle n'a rien eu, mais elle a validé, donc étant parti de pouvoir, ne peut pas ne pas être associé aux nouvelles conditions de création et de gestion des partis. Donc, lorsqu'on analyse cet environnement, on se dit qu'elle est totalement comptable de tout ce qui a pu se faire sous le président Talon, notamment la réforme du chef partisan et les conséquences liées à cette réforme, c'est-à-dire le seuil de représentativité, plus la non-alliance, qui sont des éléments bloquants. Du coup, on ne va pas citer la petite faute ou la faute légère. Du coup, son sort dépend de lui-même. Le parti a fait une virée avec le BR. N'est pas satisfait, est ressorti. Moi, analyste de loin, je n'ai pas envie de me plonger à l'interne. Mais de loin, j'estime que l'occupant du terrain, dans le cadre du nouveau cadre législatif aujourd'hui, les premiers occupants, qui n'ont peut-être pas un mérite particulier, mais ils ont le mérite d'être les premiers occupants, c'est-à-dire les blocs, d'un côté de la majorité présidentielle, de l'autre de l'opposition, et je reviens à l'opposition, ne permettent pas à ce type de parti de s'éclore pour gagner le pouvoir. Mais si c'est animer la vie, oui, ils ont les moyens d'animer la vie politique, ils vont faire passer leurs idées, ils vont peut-être par-ci ou par-là essayer donc d'impacter un débat, mais dans le fond, si c'est pour 2026, moi je ne les positionne, je ne les vois pas. Je vais être péremptoire pour en tant qu'analyste, moi je prends des risques. Donc je ne les vois pas parce que il y a ceux qui sont déjà là, qui bénéficient des fonds publics pour leur campagne. Bon, ce n'est pas les fonds qui manquent peut-être à l'UDBN, RN. Mais aujourd'hui, Rassemblement national. C'est pas les fonds qui manquent à la Renaissance nationale. Donc, est-ce que le parti vit pour ne faire que soutenir et porter sa voix, ou bien voix devant Mme Prudencio, comme égérie, comme pionnière, comme leader, tout ça. On l'a déjà vu, on connaît toutes les capacités. Mais un parti politique, c'est conquérir et exercer le pouvoir. Quelle est la stratégie de Renaissance nationale aujourd'hui, qui n'a pas été la stratégie de l'UDBN, Union démocratique,
ou bien l'Union pour un développement. Alors, enfin, le parti a combien? C'est la troisième dénomination du parti entre le développement et le démocratique. Et on est passé maintenant au rassemblement. Donc voilà un peu, moi je n'ai pas compris, jusqu'à présent je ne vois pas où va le parti en tant qu'analyste. Autant je le dis pour l'idée Assemblée Renaissance nationale, autant je le dis pour Moyen Bénin, autant je le dis pour le Balai, autant je le dis pour FCBE. Alors, tous ces partis qui sont dans le ventre mou, qui ne sont pas dans une extrême, ce sont des partis qui vont exister sans doute tant qu'ils auront les moyens d'exister. Mais à partir du moment où le citoyen va voter pour les blocs qui se disent clairement sur l'action du gouvernement, qui n'ont pas le qui ont l'argent pour faire campagne, et le bloc qui est radicalement de l'opposition et qui attaque et que les gens aiment qu'on confronte les gens, à partir du moment où on en aura ces deux, moi, il va falloir cravacher dur au centre, que ce soit à gauche ou à droite, pour pouvoir se positionner. Et c'est là que moi, j'attends le parti. C'est pas dans les belles rhétoriques de mon ami. Merci. C'est là que j'attends le parti. Merci beaucoup, cher Aimé. En fait, c'est un défi lancé. D'abord, mais c'est un défi lancé à l'interne avant même qu'on en arrive à le recevoir de vous. Et donc, je dis simplement rendez-vous sur le terrain et rendez-vous très bientôt. Voilà. En espérant qu'il y ait de la transparence dans les élections. Et que les résultats bureau de vote ne deviennent pas caducs avant d'être... Si seulement il y avait eu cette transparence-là, autant que nous le voulions, peut-être que nous serions à l'Assemblée nationale. Il appartient au parti de prendre les dispositions pour collecter. Mais c'est très faux ce que vous dites. Les élections, c'est pour le Bénin. Oui. La transparence des élections, c'est pas pour les partis politiques. Normalement, les représentants des bureaux de vote devaient émailler sur le bureau de la Sénat. Parce que la transparence des élections, c'est de la responsabilité exclusive de la Sénat. Si on continue de dire les partis, alors qu'on sait très bien que les préfets rentrent dedans, les maires qui sont entièrement acquis, les députés entièrement acquis, etc., devraient rentrer dans le processus. Des simples militants qui représentent les partis politiques dans les bureaux de vote, ils sont écrasés à l'avance. Non, c'est pas ça que je veux. La responsabilité de la transparence des élections, ça appartient à l'État de droit et non pas dommage que Kader ne donne pas suffisamment de temps. Non, Mohamed, non, je ne vous ai pas arraché la parole. On m'a donné la parole. Moi, j'ai réagi par rapport à l'histoire de partis politiques. C'est très faux. Un parti politique, même un citoyen peut aller à n'importe quand à la Sénat pour avoir tous les résultats de chaque bureau de vote. Je ne pense pas. Je pense que... Si on ne peut pas arriver à ce niveau-là, autant laisser. Ça veut dire que c'est les riches qui vont tout gagner les élections. Le législateur, et on peut le faire. On peut le faire, d'autres l'ont fait. On peut collecter. Voilà le principe. On a 77 communes, on a 4-5 arrondissements, et dans chaque centre de vote, il y a les postes de vote et les centres de vote. Après délibération, après dépouillement, on l'affiche. Donc, vous l'affichez au poste de vote. Après, c'est affiché dans tous les centres de vote. Après, il faut aller à la commune. Après, il faut aller à l'arrondissement. Et la loi a prévu les évolutions jusqu'à la Sénat, jusqu'à la Cour constitutionnelle. Donc, logiquement, il suffit simplement qu'un parti politique qui mettre en place son dispositif, ou alors des blocs de partis politiques qui sont peut-être ils sont dans les mêmes manières de voir, ou alors la société civile qui les soutient. Moi je dis, le législateur a mis en place le dispositif. Jamais. Ailleurs les décomptes se font direct à la radio. Je pense que c'est une question qui... Si on va faire des comptes à la radio. Justement, Kader, je pense que c'est une question qui fera objet d'une invitation si tu le veux. C'est au Bénin que moi j'ai vu dans la loi une différence entre l'affichage et la publication. C'est-à-dire que... Mais l'affichage est une publication. Non. L'affichage... Non. Kader, je me permets à la Sénat de collecter... Allez, si vous permettez. En fait, pour les partis politiques reçoivent des fonds pour leur fonctionnement. Les partis politiques doivent pouvoir... Et moi, je suis partisan que... Tous les partis ne reçoivent pas les mêmes montants. Non, c'est au prorata de l'élu. Les élections doivent mettre tout le monde au même niveau. Les élections, oui, tout le monde au même niveau. L'animation de partis est différente de l'organisation des élections. D'accord, mais il faut valider des seuils pour avoir le financement public. Tout le monde va valider. Je ne parle pas de financement public, je parle d'élections. Une fois qu'on a accepté quelqu'un qui est candidat, on doit mettre tous les candidats au même niveau. Merci Kader, merci M. Arimi, merci DG. En fait, voilà autant de questions qui méritent notre attention. Si les élections sont claires, l'UDBN va prendre ce pays.
Merci, monsieur Arrivi. Oui, Mohamed Ali, il a beaucoup parlé. Je me ferai quand même un plaisir également de me prononcer sur ces questions-là qui sont en train de consacrer la fin de... Mais pas aujourd'hui, parce que il vaut mieux avoir le temps de décortiquer cela pour que votre position soit suffisamment bien comprise. Mais je m'en voudrais, puisque c'est la dernière question qui a été évoquée officiellement. L'UDBN est devenue Renaissance nationale. Je m'en voudrais de finir ce plateau pour ne pas dire que... Pour ne pas répondre au directeur lorsqu'il disait on connaît toutes ses capacités. Je suis désolé, vous n'avez pas connu toutes les capacités de la présidente Claudine Afiavi Prudencio. Vous ne pouvez d'ailleurs pas le connaître. Et l'intérêt que cette métamorphose-là suscite est assez encourageant pour nous parce que nous ne pouvons pas, et il faut le reconnaître, on ne peut pas, pendant que le droit nous permet d'exister de nous-mêmes et de parler suffisamment fort pour donner notre avis d'eux, on ne peut pas s'obliger et se contraindre à aller dans un bloc ou dans un parti politique où nous ne nous sentons pas suffisamment expressifs, peut-être suffisamment écoutés. Et ça, c'est très important. Merci puisque nous sommes en démocratie. C'est un bon choix, mais un choix qui est lourd de conséquences. Merci à vous, merci Agapit, merci également à vous, défi que nous allons relever. Merci beaucoup. C'était Info Hebdo de ce samedi. Merci à vous. On se retrouve demain dimanche pour l'invité avec le bâtonnier Jacques Migan.